Merci beaucoup, madame. Chers amis, nous voici de nouveau réunis dans cette salle qui commence à vous devenir familière, j'espère, pour la poursuite de ce dialogue du pouvoir exécutif à entamer avec vous autres, des masses médias, et à travers vous, avec l'opinion publique nationale et internationale. Les circonstances du moment rendent cette conférence de presse tout à fait particulière, et le fait qu'elle se tienne est une confirmation de cette volonté démocratique de transparence qui marque les diverses démarches, non seulement du président de la République, chef du pouvoir exécutif, mais aussi du gouvernement de la République tout entier, dont le Premier ministre, Maître Martial Célestin, est le chef. Il y a donc là une solidarité, une uniformité, une identification des deux ensembles du pouvoir exécutif, de manière à appliquer cette volonté commune de dire la vérité à la nation, parents haïtienne, qui était nôtre déjà au niveau de la conception, bien avant qu'elle devienne fameuse sur le plan international au niveau des relations entre les grandes puissances. Dès les débuts de nos combats contre la dictature de 28 ans des Duvalier, nous avions préconisé comme l'un des signes et des piliers de la démocratie nouvelle à instaurer après la dictature, cette transparence. Elle est dans nos textes, elle est dans l'alternative qui fut notre revue d'expression, elle est même en filigrane, la substance, dans le message initial, les impératifs de la conjoncture. Avant de me prêter à vos questions, je voudrais, comme toujours, faire une introduction sur quelques points que je considère comme d'importance et sur lesquels je tiens à attirer l'attention particulière. D'abord, à cause de l'actualité courante, la question des déchets toxiques. J'ai annoncé à la nation que, conformément à la promesse que nous avons faite, l'opération qui consiste à résoudre ce problème qui a été l'objet d'inquiétudes légitimes en partie, bien que, encore une fois, selon toutes les analyses que nous avons fait faire et contre-analyses,
il ne fallait pas en exagérer la toxicité jusqu'à ces sentiments de panique que parfois on a voulu agiter dans l'opinion publique. Mais de toute façon, déchets toxiques à quelque degré que ce soit, le problème est en train d'être résolu puisque l'équipe est sur place avec son équipement. Une partie de l'équipement a été transportée au Gonaïves hier, l'autre partie ce matin même. Une firme spécialisée, je le dis parce que j'ai entendu des commentaires fantaisistes, j'ai même vu à la télévision quelqu'un qui a cru devoir faire des commentaires. Eh bien la vérité est simple et nue, comme toujours avec nous. C'est une firme spécialisée dans le contrôle de l'environnement. Et la mise en conteneur doit commencer aujourd'hui même, de 55 gallons, en attendant que l'arrivée du navire amène les autres conteneurs. Parce que, évidemment, compte tenu du volume, il a fallu un nombre supplémentaire pris sur place. C'est une équipe spécialisée qui fait le travail. Les scellés sur les conteneurs seront appliqués une fois les conteneurs remplis et ils seront embarqués et portent nos rives. J'ai entendu des questions que je me permets de considérer comme absurdes. Parce que comment le gouvernement de la République pourrait-il les faire relever des Gonaïves pour les mettre sur d'autres points du territoire? Il y a des gens qui vraiment ont une imagination négative. Donc, voilà que l'opération est en cours, et je tiens à ajouter avec fierté et reconnaissance que c'est un service qu'on est en train de rendre, que la firme est en train de rendre au peuple et au gouvernement haïtien à titre bénévole. Ce qui signifie que tous ceux qui disent combien ça va coûter, ça va dépenser l'argent de l'État, ça ne va pas coûter un centime au trésor public. J'ai la fierté et la reconnaissance de l'annoncer. Deuxième point, la question de l'insécurité. Je me suis déjà étendu longuement sur cette question dans les conférences antérieures et dans les causées en bâtonnelle. Je ne vais pas développer donc ici. Je veux simplement dire que le travail policier de lutte contre l'insécurité est un travail patient. Rappelez-vous les exemples étrangers. C'est un travail dont l'efficacité se mesure au fur et à mesure que se déroule l'investigation, les patrouilles. Nous avons renforcé les mesures de sécurité, nous avons accru les moyens mis à la disposition des forces de l'ordre. Port-au-Prince a été quadrillé avec des responsabilités pour les différents commandements en charge de la police de la grande agglomération et bien sûr les résultats commencent à se faire sentir. Nous avons, grâce aux forces de l'ordre, mis la main sur certains. À 3 reprises, ces succès ont marqué la lutte contre l'insécurité. Le dernier en date, non encore annoncé publiquement, mais qui couvre la rue à travers toutes les rumeurs, ce sont les forces de l'ordre des casernes des Salines qui ont mis la main sur un des réseaux qui assurait le terrorisme dans Port-au-Prince et en province. C'est un succès sérieux à l'actif de ce secteur qui assure la lutte contre l'insécurité. Donc nous sommes positifs, nous sommes optimistes. C'est un réseau, un petit réseau de 11, dont un seul civil. La question est sous investigation et quand ce sera nécessaire, les informations détaillées seront données au public. Mais je tenais, étant donné que la question court la rue, je tenais à dire que c'était un des derniers succès enregistrés dans la lutte contre l'insécurité. Troisième question de brûlante actualité, de l'armée. Comme vous le voyez, une fois de plus, nous n'éludons aucune question. Eh bien, je voudrais faire à ce sujet 3 commentaires. Au sujet de ce qui s'est passé, dont vous avez reçu les textes ont été publiés.
Un commentaire personnel privé de nature philosophique que vous me pardonnerez de faire en public. Dieu est grand. La vie continue et l'état de droit sont renforcés. Deuxième commentaire, d'ordre encore personnel, mais cette fois-ci stratégique, relevant de la dimension historique au sens de l'évolution, je l'ai souvent dit, nous sommes en période de rodage démocratique. Ce qui s'est passé peut être considéré comme un ajustement institutionnel dans le cadre du principe démocratique de la suprématie du pouvoir civil et des prescriptions constitutionnelles. Et enfin, je ferai un troisième commentaire, public et politique, avec un contenu prospectif. C'est que et l'institution militaire ont donné ensemble et de concert aux yeux du pays et devant la nation, une leçon de patriotisme et de démocratie. Leçon qui permet d'être optimiste pour l'avenir de la démocratie en Haïti. Et je tiens à le souligner, cette leçon a été donnée ensemble et de concert entre le pouvoir civil et l'institution militaire. Les deux ont donc le mérite de cette solution heureuse. Les deux doivent être félicités. Je rends hommage à cette conjonction qui a permis à la démocratie et au principe de triompher. La porte est large ouverte à la poursuite de l'application de la politique du gouvernement, publiquement acceptée de nouveau, donc confirmée par l'armée, de démocratiser, de moderniser et de mettre les forces armées au service du développement, qui a là vraiment une belle leçon de démocratie. Il n'y a pas eu d'affrontement, il y a eu dialogue concertant qui a abouti à la solution de principe. Encore une fois, dans le sens de l'intérêt national, pour le bien du pays et pour la consolidation de la démocratie chez nous. Je rends donc hommage aux forces armées d'Haïti comme institution militaire pour avoir fait leur devoir en ce qui concerne les 2 derniers jours que nous venons de vivre. Je parle bien sûr de la solution qui a été apportée hier. Ceci dit, la vie continue. Le gouvernement est au travail. Tous les départements ministériels sont à l'heure actuelle en pleine activité et au fur et à mesure, les titulaires des différents départements vous mettront au courant des activités de leur département, des projets en cours, car il y a heureusement des projets en cours dans chaque ministère. Certains sont annoncés, peut-être de manière dispersée, mais il y aura une présentation cohérente par les ministres responsables, chacun à son tour. Le gouvernement est au travail. La reprise s'accentue dans le pays. Malgré le petit flottement dû à la phase récente de sécurité, la reprise est là. Des investissements nouveaux,
des élargissements et consolidations d'investissements, de nouvelles usines, des sociétés financières nouvelles qui sont en gestation. Je peux en parler quand les actes constitutifs sont déposés auprès de l'État. De nouvelles sociétés de logement d'épargne sont en création puisque les actes nécessaires sont déposés auprès de l'État. La reprise est là, elle vient. Nous avons donc de nouvelles perspectives pour le pays et ces perspectives sont confirmées, comme je le disais tout à l'heure, par les promesses et même mieux que les promesses, les engagements de la coopération internationale. Le gouvernement, tout en menant la tâche du jour, dans des circonstances difficiles que vous savez, dont il vous faut tenir compte de l'appréciation de nos 4 mois, le gouvernement a rétabli la situation sur le plan financier. Vous n'avez pas connu nos angoisses. Vous ne l'avez pas connu quand nous avons pris le pouvoir. Car nous nous étions promis de continuer à assurer les différents services de l'État. Dieu merci. Ces services ont été assurés et sont garantis d'être assurés jusqu'à la fin de l'année fiscale. Donc, nous n'allons pas tomber dans le système que les fonctionnaires, au lieu d'être payés par mois, sont payés par fois. Il y a ensuite engagé dans les projets des mises de fonds. Et au fur et à mesure que se consolide la politique de rentrée, nous allons vers, non pas atteint, la normalisation de notre train de vie selon le niveau qui sied à la situation générale du pays. Le gouvernement, après avoir mis en place, ou commencé à mettre en place, mais cette mise en place est assez avancée, les structures ministérielles d'action, les instruments, est en train de manière cohérente de définir les grandes politiques sectorielles. Et c'est la raison pour laquelle nous avons repris notre habitude d'il y a quelque temps de 2 conseils des ministres par semaine, de manière à intensifier le rythme des travaux. Nous sommes revenus au rythme de 2 conseils, les lundis et les mercredis, de 3 heures à parfois 11 heures, comme vous le savez, 11h30. Nous sommes au travail. En ce qui concerne, je voudrais signaler que l'affaire cruciale pour nous du logement, l'affaire des logements préfabriqués que j'avais annoncé, se confirme avec la firme Viposa. Les conversations sont assez avancées pour que nous puissions prévoir dans le plus bref délai la création chez nous, sur place. Donc nous n'allons pas importer d'usines d'éléments préfabriqués pour les constructions de logements sociaux. Et le transfert de technologie sera assuré, qui permettra à nos ouvriers et à nos spécialistes de se familiariser avec la technique, non seulement de fabrication de ces éléments, mais aussi de montage, d'assemblage de ces éléments de la construction des maisons. Nous allons donc avoir une industrie haïtienne à cet égard. Ce n'est pas la peine que j'entre dans des détails, mais nous avons tout le dossier et nous pourrons faire circuler les éléments du dossier, y compris les photos de ces maisons, pour voir, malgré leur modestie, l'élégance du look, comme nous dirions. Que ce soit des unités, soit de 28 mètres carrés, soit de 51, soit de 75, soit de 98, de 1 chambre à coucher jusqu'à 4 chambres à coucher, selon les éléments, avec la possibilité d'addition modulaire. Développement du pays. À la dernière séance, on me posait une question sur la grandeur. Mais ce développement du pays, au niveau régional, est un travail systématique
que fait le gouvernement, en application de la décentralisation qui est notre objectif bien avant notre arrivée au pouvoir, mais qui est aussi une prescription constitutionnelle. Avez-vous noté comment, par exemple, le ministère des Travaux publics s'est organisé pour se déplacer, le ministère se déplace, je veux dire le ministre et les dirigeants, pour aller dans une région un mois. Et le ministère se transporte là pour étudier les problèmes de la région, problèmes routiers, problèmes d'aménagement, tout ce qui relève de la compétence du ministère. Le ministère entier, le ministre, je veux dire par là, l'instant de décision, le ministre et les dirigeants. Et chaque fois, ce sera une région différente. La décentralisation est prise par nous au sérieux. Si je donne un exemple, parce qu'on ne peut pas entrer dans tous les détails, bien sûr, prenons le nord du pays. Nous avons à l'étude, nous sommes en train de mettre au point un ensemble cohérent de développement régional intégré pour le Nord, qui va se fonder sur certains moteurs, comme je cite au hasard, ne dites pas que c'est une énumération, l'aéroport du Cap-Haïtien, oui, l'aéroport du Cap-Haïtien. En aucun cas, à aucun moment, le gouvernement n'a déclaré que l'aéroport n'était pas de ses préoccupations. Au contraire, quelques-uns ont cru devoir l'affirmer, l'aéroport est un des éléments du développement régional du Nord, et je peux même vous dire que non seulement les anciennes conversations à cet égard avec certains pays étrangers sont valables pour nous et sont prévues à l'agenda des réunions de commissions mixtes de coopération qui doivent avoir lieu cette année même, mais je peux même vous dire que dans les premiers 700 000 gallons d'asphalte que le Venezuela nous a promis, nous avons d'accord avec le Venezuela même réservé 300 000 d'un type qu'il faut pour construire l'aéroport, pour éventuellement que ces 300 000 servent pour l'aéroport du Cap. Donc pour nous, l'aéroport du Cap demeure quelque chose, un projet qui nous tient à cœur. Il y a la promotion sous vivrière et fruitière pour encourager une vocation traditionnelle du Nord, mais cette fois-ci sur une base moderne, une base de production accrue et de productivité. Il y a des projets de zones franches que nous étudions dans le cadre de la décentralisation, dont l'un concerne précisément la région du Nord, comme troisième grand moteur. Je peux mentionner l'agro-industrie, dont les plans sont à l'étude pour le développement d'une nation, car là encore, il nous faut décentraliser les activités industrielles du pays. Évidemment, il faut mentionner les mines d'or, dont l'étude est très avancée. Nous sommes dans la phase des décisions définitives en ce qui concerne l'exploitation de ces mines. Et il y a enfin, bien sûr, le grand projet de développement touristique, fondé à la fois sur les valeurs naturelles et sur les valeurs historiques du Nord. Vous voyez donc, et je n'ai cité là que quelques exemples, sur cette production, je ne peux pas développer, comment, de manière méthodique, j'allais dire scientifique, puisque c'est bien le mot qui convient, le travail de préparation des chantiers de l'avenir, comme nous l'avons annoncé, ce travail avance, se consolide, tout en se précisant. La réforme administrative se poursuit, vous le savez, s'accélère. Vous êtes témoins comment cette réforme atteint non seulement les différentes branches de l'administration, mais de plus en plus le secteur parapublic. C'est pas la peine que je mentionne Ciment d'Haïti, Téléco, Minoterie, etc., en attendant d'autres. La réforme s'étend. L'action du gouvernement se fait globale dans tous les secteurs. Quant à la coopération internationale, je ne crois plus nécessaire d'insister sur ces résultats spectaculaires. Nous pouvons simplement dire qu'une série de coopérations s'organise ici en Haïti, à partir de cet été jusqu'à la fin de l'année. Et nous aimons ces commissions mixtes. Vous savez pourquoi nous aimons ces commissions mixtes?
c'est parce qu'il y a dialogue, il y a discussion, il y a négociation. Mais ces commissions mixtes, on discute les programmes de coopération. Nous disons quels sont nos besoins. L'aide ne vient pas de façon unilatérale à partir d'une initiative étrangère, mais l'aide est conçue, discutée, adoptée à la suite de dialogue. Et c'est la raison pour laquelle nous chérissons les commissions mixtes. Et nous aimerions bien que les grandes puissances, certaines grandes puissances, car la France a déjà avec nous une commission mixte, la Chine en a d'autres encore, mais que certaines grandes puissances, au cas où leur aide est reprise et développée, comprennent aussi la nécessité de cette négociation au sein de commission mixte pour que véritablement nous ayons une politique cohérente de développement, car par les ONG qui sont au nombre de 300, dans un tohu-bohu inacceptable pour le pays, une incohérence, etc., nous ne pouvons pas avoir une politique nationale. Je ne nie pas l'apport de certaines ONG au pays, je sais quelle est leur valeur. Mais je dis que la politique qui consiste à passer par les ONG multipliées ne permet pas une politique nationale cohérente dont le pays a besoin. On ne peut pas transformer le ministère de l'Agriculture en une collection ou une mosaïque de projets. On ne peut pas transformer le ministère de la Santé avec de projets épars. Il faut une politique cohérente dans le sens des objectifs voulus par la nation et notamment dans le sens de développement intégré à finalité sociale. La justice sociale doit être présente dans la politique générale. Elle n'est pas toujours présente à travers les petits paquets isolés, incohérents, qui créent des doubles emplois et surtout des doubles dépenses. Car on fait des dépenses d'équipement pour chaque organisation, alors qu'il y a un parc national de l'État avec équipement à constituer. Cette coopération internationale, ce rétablissement international, même dans les domaines où parfois, je ne sais pourquoi, certains organes de presse donnent des nouvelles, alors que d'après nous, et selon nos données, la réalité est différente. L'exemple de CARICOM. CARICOM est une institution, nos amis de la Caraïbe anglaise, qui a avec nous les meilleurs rapports. On parle d'isolement, on parle de censure, alors qu'au contraire, la CARICOM nous soutient publiquement dans des communiqués, non seulement à Lomé, mais dans la région. Vous avez dû noter que nos ministres vont dans les réunions de CARICOM à titre d'observateur. C'est normal, nous ne sommes pas membres de CARICOM. Comment voudriez-vous que nous asseyions à un autre titre? C'est normal que nous soyons observateurs, mais observateurs, ça signifie qu'on nous accepte comme un intérêt particulier de ces organisations. Les agricultures, le ministre de la Santé, récemment ont fait leur voyage et ont été fort bien accueillis, acceptés et même félicités d'être là. Alors évidemment, pour terminer, j'ai déjà été trop long, je ne peux pas ne pas mentionner un projet qui nous est cher et que nous avons souvent mentionné, le projet des maisons du peuple, pour la modernisation de la vie rurale et la promotion de la paysannerie. Dans le cadre de ce que j'ai défini à la recueil le 18 mai, l'Union nationale véritable en termes d'intégration de la paysannerie dans l'ensemble national, intégration à part entière. Et bien là, nous sommes en train d'organiser un office des maisons du peuple. Une étude est en cours sur l'implantation optimale de ces maisons à travers le pays, à la charge d'un géographe connu, pour fixer le nombre de ces maisons, les types d'architecture et de construction selon les régions et leurs traditions, et préciser les fonctions de ces maisons. Tout ceci vous sera donné comme information à titre détaillé bientôt. Je voulais simplement, dans cette introduction, insister sur le fait que vous avez devant vous le chef du pouvoir exécutif qui annonce et qui confirme que le gouvernement est au travail, qui annonce et qui confirme que le pays a pris la bonne direction dans tous les domaines politiques, économiques, social et culturels. Bientôt, vous aurez l'occasion de vous familiariser avec les nouveaux départements, ministère des coopératives, ministère... Et vous verrez tout ce qui foisonne, vous verrez tout ce qui est en train de bouillonner, de se créer, de se préparer pour changer la vie, enfin,
de ce pays d'Haïti qui nous est cher. Merci. Monsieur le Président, en dépit de votre communiqué affirmant la non-approbation de la réforme opérée par le commandant en chef des forces armées d'Haïti, en l'occurrence le général Henri Nafi, dites-nous en toute franchise comment vous qualifiez la décision prise par le haut commandement et deuxièmement, avez-vous maintenant de bons rapports avec le haut commandement des forces armées? Deuxièmement, avez-vous maintenant de bons rapports? J'espère que vous avez eu les deux textes qui ont été distribués hier. J'espère. Puisque la première question se réfère essentiellement à ces deux textes qui disent tout. Maintenant, si vous parlez de mes rapports avec les mots avec le commandement de l'armée, n'oubliez pas que le texte de l'armée lui-même a mentionné une rencontre avec le chef de l'État. Je vais vous dire que cette rencontre a dû, à l'issue de laquelle l'armée, le commandement de l'armée a décidé, a accepté de publier le communiqué qui a été pris dans l'après-midi. C'est le résultat de la rencontre. Donc c'est pourquoi j'insiste sur le fait que c'est une solution concertée. Je l'ai dit. Donc vous avez déjà la réponse dans ce que j'ai dit. Oui, c'est à la suite d'une concertation que le résultat a été obtenu. La concertation signifie, je crois, à moins que je ne m'abuse, bon rapport. Monsieur le Président, professeur Leslie Maniga, au sujet de la sécurité, vous dites que le résultat commence à se faire sentir. Monsieur le Président, nous aimerions savoir quelle stratégie votre gouvernement va employer pour calmer le psychodépeur qui, depuis le mardi 14 juin 1988, est de retour en Haïti, plus précisément à travers presque toutes les rues de la capitale. Comme vous le savez, dans la nuit du 14 juin dernier, nous avons assisté à des flammes à Matisson 7, pour ne pas dire la cité Maninga. Bien. Vous savez, tout est question de perspective quand on observe une réalité. Puis-je me permettre de vous citer deux cas? Le cas d'une Belge qui est venue en Haïti au moment où l'on parlait au maximum de la sécurité et qui, avant de partir, a fait cette déclaration. Ce n'est pas une confidence, mais je ne comprends pas. Je trouve beaucoup plus de sécurité dans ce pays d'Haïti que dans les milieux auxquels je suis habitué en Europe. Et ceci est un fait. J'ai vécu à Paris, j'ai vécu à Caracas, j'ai vécu à Port-au-Prince, j'ai vécu à Washington, j'ai vécu à New York, j'ai vécu à Miami. Je vous assure que quand vous parlez de sécurité, c'est toute la réalité du pays. Mais non, il faut situer les choses à leur place. Cette insécurité, elle est regrettable. Nous sommes d'accord, nous sommes en train de la combattre comme un mal. Mais il faut que l'opinion publique haïtienne situe les choses à leur place. Malheureusement, je l'ai dit, mais je le répète, malheureusement, l'insécurité fait partie d'un certain processus de développement. Et nous devons nous autres faire attention à ce que précisément notre développement à nous ne permette pas l'éclosion et l'expansion de certaines formes d'insécurité qu'on rencontre dans les pays modernes, les pays au XXe siècle. C'est notre souci. Maintenant, vous parlez de nuit du 14 juillet. Écoutez, si nos informations sont correctes, peut-être que vous avez de meilleurs que moi, de ces conditions, renseignez-moi, pour accepter vos informations que je n'ai pas. Mais sur les informations que j'ai et les rapports que nous avons, il y a eu effectivement quelques pneus brûlés,
Ceci n'a pas empêché la circulation. Les chauffeurs de camions nous ont dit directement qu'effectivement la circulation a continué. Et puis après, ça a disparu. Ce n'a pas été un phénomène généralisé de Port-au-Prince, ce phénomène sectoriel est mineur. Est mineur. Il faut dire les choses, il faut appeler les choses par leur nom. Est mineur par rapport à l'ensemble de la vie nationale. Alors vous comprenez, tout dépend. Je ne prends même pas l'exemple du verre à moitié rempli ou à moitié vide, il est trop classique. Et d'ailleurs, il serait trop généreux pour les critiques, parce que ce n'est pas un problème de moitié. C'est un verre au 10e rempli, au 9/10e vide. Et alors les gens disent que le verre a de l'eau. Mais bien sûr, si c'est au 10e qu'il a de l'eau, il y a de l'eau, mais les 9/10e qui sont vides. Ou l'inverse, il est rempli à 9/10e, on dit il est vide. Bon, un 10e vide et les 9/10e qui sont remplis. Problème de perspective, de mise en perspective. C'est là qu'il y a l'éducation politique à faire de ce pays, l'éducation du peuple à faire de ce pays, pour que le peuple apprenne ça aussi, à mettre les choses en perspective. Et c'est là que j'attends le concours de la presse. Parce que les médias sont mieux formés, sont outillés, les médias peuvent contribuer à cette mise en perspective, situer leurs choses à leur place et dans leurs proportions réelles par rapport à l'ensemble des phénomènes nationaux. Voilà un beau champ de participation à l'éducation populaire, à l'éducation collective, à la formation de l'opinion publique. Monsieur le Président, les hommes politiques s'inquiètent toujours du pouvoir des médias. Ça a été le cas du pouvoir des médias. Ça a été le cas de Richard Nixon, et ça a été le cas de Spiro Agnew, le vice-président de Richard Nixon dans les années 69. Malgré qu'on a pu considérer durant ces derniers temps les journalistes comme étant le point perturbateur de ce changement dont vous voulez. Mais étant président de la République, comment ne seriez-vous pas inquiété de ce pouvoir en parlant que les médias? Merci. Écoutez, cher ami, je ne m'inquiète pas du pouvoir des médias, je me félicite du pouvoir des médias. Puisque je viens de vous dire que ce pouvoir peut être utilisé précisément pour contribuer au changement que nous sommes en train de rechercher. Je ne m'en inquiète pas, je me réjouis de ce pouvoir. Je veux simplement voir ce rôle rempli de manière positive. Parce que comprenez bien, nous avons tous à construire dans ce pays. Ce n'est pas seulement le gouvernement qui doit construire, c'est tout le monde. Donc je demande aux médias d'être constructifs. Et je suis heureux quand ils le sont, car il y en a qui le sont. Et très souvent, je constate même des améliorations qui me font plaisir, que je note avec satisfaction. Comprenez bien, le monde n'a aucun problème avec la presse, pas du tout avec les médias, mais pas du tout, je l'ai dit déjà, je le confirme aujourd'hui. Nous voulons simplement qu'on fasse l'effort de compréhension des exigences du temps présent. Nous devons tous construire ensemble. C'est là le vœu du gouvernement. Pourquoi je fais ces réunions avec vous? C'est parce que je vous considère comme des amis. Car si j'acceptais la thèse que vous étiez systématiquement des adversaires, je ne serais pas la peine de venir là avec vous à m'exposer. Pas du tout. C'est parce que je crois que, étant amis, nous pouvons même à partir de divergences avoir un dialogue qui aboutisse. C'est là le résultat et l'objectif de nos rencontres. Je suis votre ami. Sachez-le. Ce n'est pas les divergences qui nous empêcheront d'être amis. Nous sommes amis. Nous sommes amis dans la mesure où vous acceptez que vous avez un rôle à jouer dans ce changement que nous voulons pour le peuple haïtien et que vous acceptez de construire aussi, d'être constructif, d'être positif. Nous sommes amis dans cette tâche commune. Monsieur le Président, le 26 avril dernier, les Duvalier comme responsables de l'insécurité qui règne dans le pays. Par la suite,
Et à la Chambre des députés, le Premier ministre a eu beaucoup de problèmes parce que l'Assemblée nationale n'a pas voulu lui accepter qu'il soit le chef de la police. Dernièrement, il y a une réforme qui devait être faite dans l'armée, réforme qui concernait certains hauts gradés qui occupent des postes assez clés dans la vie nationale, surtout dans la vie militaire nationale. Et la question du chroniqueur, c'est de vous demander, en vous situant dans le contexte des présentes réalités, comment concevez-vous que ces mesures, à savoir l'accusation qui a été portée le 26 avril, cette réforme qui devait avoir lieu, etc., puissent garantir la démocratie dans le pays, alors que des Vénézuéliens sont actuellement dans le pays, ils circulent parfois armés, et les rumeurs font bruit que certains sont en conflit avec des citoyens haïtiens. C'est la question. Je ne vois pas la question. Je vois beaucoup d'éléments d'affirmation. Éléments d'affirmation que je m'empresse de corriger pour que vous ne continuiez pas, puisque vous êtes un homme de bonne foi. Asseyez-vous, monsieur, je vous en prie, asseyez-vous. Vous prenez le micro. Oui, oui, ici c'est une question et une réponse. Vous connaissez les règles du jeu. Il faut passer à d'autres. Je vois plusieurs éléments d'information chez vous qui sont faux et que je dois donc de rectifier parce que je vous crois de bonne foi en posant la question. C'est une assumption que je fais toujours. Premièrement, vous dites que j'ai accusé l'aide du valériste. Je n'ai jamais accusé l'aide du valériste. J'ai accusé certains secteurs du valériste, ce qui est tout à fait autre chose. Car vous savez, ce que vous appelez l'aide du valériste, c'est quoi finalement dans le pays? Je connais des du valériste qui sont des hommes paisibles, qui se livrent à leurs affaires, qui ne s'occupent même pas de politique, et cependant tout le monde sait qu'ils étaient des du valériste. Je connais d'autres qui font de la politique, mais qui font de la politique dans le cadre des institutions, qui ont voulu en faire, certains ont été écartés par un article fameux de la Constitution, mais je connais des gens qui ont été des ministres et qui, à l'heure actuelle, se comportent parfaitement correctement. Pourquoi devrait-on les mettre en cause? Mais pas du tout. Dire qu'on attaque l'individu, ça n'a pas de sens. Faites-nous le crédit d'objectivité et d'intelligence pour savoir faire les distinctions nécessaires. Allons, mais non, nous n'avons jamais accusé l'aide du valériste. On a dit qu'il y avait certains secteurs qui choisissaient la voie subversive ou la voie de la violence, et ceci est un fait connu. C'est pas la peine que je cite des noms, c'est pas mon problème de citer le nom de président de la République. Mais c'est pas parce que forment des groupes dans le sens de l'action violente qu'on pourrait dire ce qui est l'aide du valériste. Mais non, la majorité des valeristes veulent la paix, l'intégration dans le système national, la réconciliation, car ils sont comme nous, les déçus et les victimes du libéralisme. Comprenez-le, comprenez-le. C'est une réalité psychologique, politique que vous devez comprendre dans ce pays. Il ne faut pas ostraciser un groupe d'hommes. Nous sommes pour la réconciliation nationale. Il y a des individus, des irréductibles, on en trouve dans tous les camps. On trouve des irréductibles à droite, on trouve des irréductibles à gauche ou au centre. Mais ce n'est pas parce qu'il existe certains irréductibles qu'il faut généraliser, élargir. Mais non, l'ensemble du pays veut aujourd'hui la concorde et la paix pour pouvoir travailler. L'ensemble du pays, y compris l'immense majorité de ce que vous pourriez appeler des humanistes. Donc, vous voyez, élément d'information qu'il faut corriger tout de suite pour vous. Maintenant, vous faites une allusion aux événements d'avant-hier et d'hier. J'ai déjà répondu à cette question. Les textes sont là, mon commentaire est là, je n'ai rien d'autre à ajouter sinon que confirmer et les textes et mes commentaires. Je crois que vous êtes assez intelligent pour comprendre que quand une crise se dénoue heureusement, il faut constater le dénouement heureux et aller de l'avant. Et aller de l'avant, c'est une attitude correcte, sage, optimiste et positive. Pour le reste, je crois que les remarques que vous pouvez faire
ont déjà obtenu leur réponse, soit à cette conférence de presse, soit avant. Nous n'allons pas revenir constamment sur les mêmes questions. Je voulais simplement faire cette mise au point pour vous. Maintenant, les événements d'hier et d'avant-hier, j'insiste beaucoup là-dessus parce qu'il ne faut pas avoir une vision fausse de ces événements. Ce qui est important dans ces événements, c'est que finalement, ils ont permis de réaffirmer la nécessité du dialogue institutionnel pour aboutir à des solutions positives. Voilà, nous, comment nous voyons ces événements, nous ne les voyons pas d'une autre façon. Bon, les Vénézuéliens, écoutez. Là encore, vous savez, il y a des choses parfois que je ne retiens même pas. Vous voyez, ça a été chez moi, bien involontairement, le fait même pas de ne pas répondre dit que pour moi c'est absurde, je m'excuse du caractère fort du terme, c'est absurde de poser le problème en ces termes. Vous avez des Vénézuéliens qui sont ici, c'est pas le gouvernement haïtien qui les a fait venir, le gouvernement haïtien les accueille, mais c'est le projet antérieur à l'avènement de mon gouvernement. Je l'ai dit, je l'ai répété. C'est le projet qui a été négocié avant notre avènement. Maintenant, notre avènement, comme système démocratique, a favorisé et permis la réalisation du projet. Mais ce n'est pas nous qui sommes à l'origine. Ensuite, les Vénézuéliens sont ici pour construire. Ils sont en train de construire. Allez voir les chantiers, vous verrez qu'ils construisent. Et d'autre part, je vous dirai de faire attention à ce que vous dites, parce qu'il y a une opinion qui vous écoute, soyez responsable. Ces hommes ne sont pas armés. Attention. Donc ne contribuez pas par des fausses informations à donner une vision qui pourrait être négative d'une présence qui est une présence de contribution solidaire au nom de la fraternité haïtiano-vénézuélienne sous le signe de Pétion Bolivar. Prenez la chose dans le sens de la noblesse de la chose. N'écoutez pas ceux qui essaient de donner un coloris ou négatif ou critique. Au contraire, moi je me félicite de leur présence, je leur suis reconnaissant de venir humblement aider à construire des maisons pour les sans-logis dans ce pays. Voilà ma gratitude officielle à leur égard. Ce problème des déchets toxiques peut être même des présidents Maniga qui décision politique la prend pour les juger monde qui traînait, monde qui à la base des déchets toxiques. Moi je voulais parler exactement de Mouniouélé les frères Paul sur le code des éleveurs de l'Ouest. Et puis pour le problème qui passait hier au niveau du commandement des forces armées d'Haïti, étant donné que la Constitution a demandé pour ce chef-là, moi je même demandé président Maniga s'il comptait nommer commandant-chef. Merci. Mon cher Jean-François, vous représentez Haïti en marche. J'espère que vous comprenez la responsabilité de cette représentation. Vous devez poser au chef de l'État, c'est ainsi que du moins je le conçois, des questions qui contribuent à éclairer l'opinion publique sur des faits, sur des réalités. Il y a eu l'affaire des déchets toxiques. Nous l'avons prise à cœur. Nous sommes en train de le régler. Il y a un dossier, constitution de ce dossier avant notre arrivée. Ce dossier, je n'ai pas à y intervenir, ce dossier suit son cours. Comprenez bien, moi je vais vous dire une chose, hein, et je demande que vous le reteniez. Quand vous me posez des questions, posez-moi des questions dans le cadre de ma compétence. Parce que vous voulez que j'intervienne dans des domaines où je ne peux pas intervenir parce que ce n'est pas ma compétence constitutionnelle. Si vous me demandez quelque chose sur un dossier qui suit son cours, le dossier suit son cours, ce n'est pas moi qui peux vous renseigner là-dessus. Quels sont les résultats d'enquête? Les résultats d'enquête avant nous n'en sommes pas responsables. Ce sont les résultats d'enquête. Quand nous faisons une enquête, si ça arrive
Et nous allons faire de qu'il y a des histoires, c'est ce que nous faisons. Nous faisons la lumière. Mais écoutez, quantité de pays du monde ont des commissions qui donnent des enquêtes qui n'aboutissent pas à des résultats concrets, tangibles. Peut-être plus tard, personne ne sait. Mais ce sont des choses qui appartiennent malheureusement, à la quotidienneté. Il faut bien comprendre, nous, ce qui nous intéresse, c'est le problème. Nous avons reçu un héritage. Les déchets sont là. Qu'est-ce qu'il faut faire vis-à-vis de la nation? Il faut débarrasser le pays de ces déchets. C'est ce que nous sommes en train de faire. Ceci est réel. Ceci est vrai. Ceci est central. Ceci est important pour le peuple haïtien. De telle sorte que non seulement nous résolvons le problème, mais que ceci ne se renouvelle plus. Maintenant, il y a une constitution. La constitution existe. Votre deuxième question, j'avoue ne pas la comprendre. Et ne la comprenant pas, je ne peux pas y répondre. Je ne comprends pas. Vous dites, qu'est-ce que vous dites? Vous dites que la Constitution m'accorde le droit de nommer le chef. Mais bien sûr, la Constitution m'accorde le droit. Tout le monde lit la Constitution, elle le sait. Si c'est ça que vous voulez que je dise, oui, là, je peux demander le texte de la Constitution et vous le lire. C'est tout ce que je peux vous dire. Non. Non, je vous ai déjà donné la réponse que je devais vous donner, que je pouvais vous donner. Je peux lire avec vous la Constitution. Oui, la Constitution me donne le droit que vous avez remarqué. Je vais signaler. Autre question, s'il vous plaît. Don Skanky, the Caribs. One of the principal beneficiaries of your action yesterday appears to be Colonel John Claude Paul, who, as you know, is a very controversial figure in the United States. Can you please explain your reasoning and whether there was your reasoning for rescinding General Namphy's order, and whether you meant a personal defense of Colonel Paul in your action? Cher monsieur, je crois que la façon même de vous poser la question indique que peut-être vous n'avez pas été informé correctement de ce qui s'est passé avant-hier et hier. Et puisque vous semblez ne pas l'avoir été, je me fais le plaisir de vous donner personnellement, monsieur, le texte du communiqué que nous avons communiqué. Vous verrez dans ce communiqué qu'il ne s'agit pas d'individus. À aucun moment, le gouvernement de la République n'a posé le problème d'un individu. À aucun moment, cher monsieur, il n'est pas question d'individu. Il a été question d'un principe, et c'est sur la base de ce principe que la question a été résolue. Ce n'est pas sur la base d'un individu, c'est sur la question de principe. Je vous ai donné le texte, vous êtes journaliste professionnel, analysez-le et vous verrez. Et monsieur, j'ajoute pour vous, puisque vous êtes un ami américain, j'ajoute pour vous que la solution a été prise très démocratique de la suprématie du pouvoir civil et du respect des normes constitutionnelles. Dites-le pour moi à votre opinion, que la solution a été prise dans le sens du principe éminemment démocratique de la suprématie du pouvoir civil et du respect des normes constitutionnelles, valeurs auxquelles l'opinion publique américaine est très attachée. Monsieur le Président, nous apprenons plusieurs fois pour une série de corps dans l'armée gagner divers attachés. Attachés recherche criminelle, attachés caserne des Salines, attachés Fort Dimanche. Nous avons connaître qui ça attaché au yé, qui quantité au yé dans le pays, est-ce que c'est un autre service secret? Son première question. Deuxième question, c'est soit fait décentralisation. Vous avez droit à une question, madame. Choisissez. Choisissez. Bon, premier, d'accord. D'accord. Vous savez, madame, j'espère que quand vous posez vos questions, vous avez toujours en tête la normalité comparative, c'est-à-dire ce qui se passe normalement dans toute institution du même genre dans tous les pays du monde. Je suis sûr de ça. Donc c'est la raison pour laquelle j'accueille votre question avec sympathie et je vous réponds avec la même sympathie. Où je crois connaître ce qui se passe
et je suis placé pour connaître ces réalités, il s'agit d'agents d'information que les polices et les services chargés de sécurité ont dans tous les pays du monde. Autrefois, nous les appelions, je crois, des détectives. Je crois que c'était ce qu'on les appelait autrefois, si j'ai bonne mémoire, le temps de mon enfance. Aujourd'hui, on peut les appeler des attachés, je ne sais pas. Mais il s'agit simplement d'éléments auxiliaires de la police qui renseignent la police. C'est ce qui est normal dans tous les pays du monde. On essaie de savoir comment vont les choses, qu'est-ce qui se passe, etc. Il y a des problèmes d'information. C'est donc un simple problème d'information au service de la police. C'est tout ce que je sais de ces attachés. Je vous dis donc ce que je sais. Josué, Radio Express Publicité Miami. Et président. Un petit peu plus fort, s'il vous plaît. Nous croyons que le gouvernement là, ou fait connaître que le gouvernement, c'est un gouvernement de changement pour le pays d'Haïti. Et changement, dans la conférence de presse côté Baye récemment, dernièrement, vous te fait connaître que dans un petit temps encore, et le peuple là pour le changement. Dans un petit moment encore, le peuple a pour le changement que le gouvernement a porté pour lui. Mais jusqu'à maintenant, pas gagné que fait. Jusqu'à maintenant, vous voulez continuer à tomber en bas coup de poing, patron. Jusqu'à maintenant, le monde a mouru. Dernièrement, un jeune garçon il est tombé au Cap Haïtien en bas balle l'armée. Côté que le a crié abus pour un jugement. Et il est mort pour être justice. Comment ou est et changement que vous côté et ce point ça? Mon cher, nous pouvons répondre déjà tout à l'heure, avant même qu'on pose des questions. L'homme t'a parlé de perspective là. L'homme t'a dit vers le 9/10e rempli ou dit au 1/10e rempli à que le monde ou ça monde capable. Ouais. Changement tout côté dans le pays. Si vous pas ouais, nous crois c'est au aveugle. Seulement le pas capable faire tout côté en même temps il réussit. Comment on fait ça? Côté moun j'aime ça. Même à la fin gouvernement non. On va venir dire mettre le bagage qui va changer. C'est normal. Alors qu'on comprend que 5 ans bâcher tout dans le pays d'Haïti. Enfin, c'est pas possible mes amis, raisonnez. Dans 10 ans tout va pas changer dans le pays d'Haïti. Voire en 5 ans, voire en 4 mois. Le gouvernement fait commencer. Il faut que les moyens, mais c'est moyen la baille tête pour résoudre le problème. Au lieu de déjà changer grand groupe pays, travail pays, comment t'appelles ça? Côté bagage ça dans le petit. Si c'était possible, mon cher, qu'on y a déjà au ciel, dans le paradis, on a déjà fait lui, bon Dieu t'a arrêté de me côté pour féliciter. Enfin, mes amis, soyez sérieux. Ou pas qu'à un gouvernement peut commencer pour t'appeler déjà que ce pays là, côté ça, côté mon j'aime ouais bagage comme ça. Non, mon cher, soit posez une question pour nous tomber d'accord ensemble. Et pas poser une question où qu'on a l'avance réponse là. Pour t'appeler un peu le gouvernement changer le pays en 4 mois. Non, mais grand pile changement fait. Et gardez bien, un pile changement fait. Tout le bagage événement qui passe après changement fait. Alors, tout côté changement là, et quand on a vie cher, on a annoncé déjà. Tant de ministres de l'Industrie et Commerce là. Chaque ministre va intervenir au fur et à mesure. Ce n'est pas le président seulement qui va parler, ni le premier ministre là seulement. Chaque ministre va avoir tout pour parler. Laissez savoir qu'on est, qui gros travail qu'a fait contre vie chère là. Mais annoncé déjà, je dit déjà, le ministre a baoul. Tout dispositif qu'a prend. Tout comité organisé, toute politique qui met sur pied, d'abord exemple du rien on va parler, elle parle d'abord tout détail là sur lui, parce que nous n'avons rien à cacher, il n'y a aucun scandale dans le gouvernement de Malinga. Aucun. Absolument aucun. Donc, tant de patience, ou après changement tout côté au fur et à mesure, dans la mesure qu'on va faire lui, et dans la mesure l'autre monde va faire après nous. Mais changement là déjà, regardez bien. L'homme commence là, l'introduction me fait un bon série d'exemples de changement, ou peut-être ou pas arriver en retard. Ou pas arriver en retard, pas dire pas changement. Autant de changements. Seulement, qu'il y a des domaines qui prennent plus de temps que d'autres. Je t'ai dit l'autre jour, si pour planter maïs, me prend 3 mois. Mais si pour des avocats, me prend 4 ans. Alors, si vous n'avez pas des avocats aujourd'hui, vous dites, ah, Manika, mon cher, pays n'a pas des avocats, on ne va pas changer le pays. Je me dis, attention, est-ce que je plante des avocats? Si je plante des avocats, donc changement dans 4 ans, c'est un changement pour arriver. Eh bien, il faut attendre, il faut capable d'attendre, il faut avoir patience pour attendre, mais on travaille pour le changement nous-mêmes.
Président, nous constatons que le gouvernement là l'ouvre des bâtons portelés un peu plus large vers les pays de l'Europe. Il y a quelque chose là, j'arrive pas à bien entendre aujourd'hui. Nous constatons que le gouvernement là l'ouvre des bâtons portelés vers les pays de l'Europe. Vers les pays de l'Europe. Europe, ah bon, pardon. Bon, veuillez m'excuser. Nous constatons que le gouvernement a ouvert deux bâtons portés plus large vers les pays européens. Nous avons demandé où, si le gouvernement compte l'ouvrir fenêtre un tout petit peu vers les pays de l'Est, c'est-à-dire les pays communistes. Si oui, est-ce qu'il paraît à toute action comme réaction du gouvernement états-unien de rentrer par le pour un chapitre de relations internationales, là, on va pour ça poser clairement là, je vais une fois cadeau. D'accord? Parce que question très simple. Nous pas seulement aller vers l'Europe occidentale. Avec l'Europe occidentale, la marche très bien, nous comptons. Mais nous aller vers l'Asie très fortement. Où est Japon? Où est Corée? Où est la Chine? Où est tous les résultats spectaculaires? Amérique latine, même, pas besoin de parler de lui. Il est là avec nous à 100% dans toute situation, conforme, solidaire, et tout le bagaille. Où est c'est la vinicite? Où est c'est la porter nous? Porter solidarité à nous, c'est belle bagaille. C'est là où attendez. Donc c'est pas vers l'Europe, nous orientez-nous. Nous orientez-nous à Afrique. Bon, belle bagaille qui passe avec nous Afrique. Soit appui africain, nous, ou à content, ou à satisfait de solidarité ça. Donc nous là, c'est pas Europe, c'est tout côté. Maintenant, on va parler de pays communistes. Attendez-nous. Sortez les pays communistes là. Parce que, officiellement, dans le rapport avec la Pologne c'est un pays communiste. Nous avons un rapport avec la Pologne. Officiellement, nous avons un rapport avec la Yougoslavie. C'est un pays qui a une ligue communiste qui est au pouvoir. Alors, je ne comprends pas une question, non. En réalité, lui changer la vie. Ouais. Lui là-dedans changer la vie. Seulement, comprenez bien. Si nous avons une relation pour nous, supposez par exemple que nous avons intérêt à une relation commerciale avec un pays comme, disons, comme la Hongrie, qui sont pays communistes qui ont développé, qui ont des moyens, etc., qui ont une politique originale. Enfin, mes amis, Américains ne peuvent pas faire commerce avec l'Union soviétique. Alors, si nous avons une relation avec Hongrie, nous ne pouvons pas faire un problème sur ça. Le problème n'est pas là. Comprenez bien, le problème c'est que nous avons choisi, nous sommes une démocratie libérale. Nous avons choisi. Nous sommes une démocratie libérale. C'est quand nous croyons dans la liberté fondamentale et où on va jouir de lui. Ou content, à pas liberté d'expression, là, ou pas de problème avec lui, à pas pluralisme politique, pas de problème avec lui. Et bien c'est dans quand ça nous y est. Nous n'avons qu'en liberté démocratique, nous n'avons qu'en pluralisme politique, c'est là nous y est. Mais ceci dit, mes amis, ça n'a pas empêché une relation avec la Yougoslavie, relation diplomatique, hein? Ça n'a pas empêché une relation technique ou commerciale avec tel ou tel autre pays. Le problème pour nous, c'est que nous ne croyons pas dans certaines formes de solutions pour sauver le pays d'Haïti. Nous croyons dans l'autre forme de solution et nous disons démocratie, nationalisme et progressisme, mais option pas nous. Donc nous avons nous définir tête nous. Mais à partir de nous définir tête nous, enfin mes amis, écoutez, ou son garçon, ou l'autre bon côté, il ne pas penser même avec vous, l'organiser différemment. Ça peut empêcher qu'on parle avec lui. Alors, non, le problème n'est pas là. Le problème de choix. Notre choix est fait, nous avons choisi notre formule de développement, nous l'appliquons. Maintenant, c'est entendu. Il y a des risques que nous ne pouvons pas le prendre inutilement pour le pays, parce que nous croyons dans le pays, nous intéressons à pays, nous réalistes, nous pragmatiques, nous disons, changer la vie, dit nous pragmatiques en matière de relations extérieures. Nous avons cherché relations qui profitent au pays sans nous pas payer un trop gros prix pour lui. Parce que nous ne pouvons pas le peuple là payer un trop gros prix. Mais nous cherchons un bagage. Nous voulons un bénéfice positif pour le pays d'Haïti. C'est comme ça nous pose des problèmes. Monsieur le Président, nous très contents matin prendre la parole au nom du journal Le Oulo. De 7 février à jeudi, mais Mondelma jusqu'à présent, il n'y a pas gagné représentants dans le Parlement. Est-ce qu'ils sont capables de voir une petite nouvelle pour eux dire jusqu'à l'heure que on va résoudre le problème ça?
Merci. Bon, mais genre de question, président, je le dis tout à l'heure, c'est pas moi pour poser lui. Bon, changement fait dans le pays, changement fait dans le pays, c'est que chaque monde a un domaine de compétence. Il y a un domaine de compétence pour pouvoir exécutif, il y a un domaine de pouvoir législatif. Sous Jean-Claude te dit ça, il dit de n'importe quoi. Parce qu'il y a la chambre bénie, oui. Qu'on y a nous-mêmes dans la nouvelle constitution, parce que nous-mêmes nous croyons dans la démocratie. Nous croyons dans la démocratie. Nous respectons les normes constitutionnelles. Si la chambre gagne un problème, c'est la chambre qui peut résoudre son problème interne dans la chambre. Mandez, messieurs, la chambre. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas dire ça n'a fait, non, ça, ce n'est pas domaine nous. Son bagage qui concerne la constitution chambre législative, à l'intérieur de lui-même. La bonne solution pour le régler. Mais si vous voulez réponses, à demander la chambre, même moi, je ne suis pas compétent pour me répondre sur le bagage qui concerne la chambre. Si la chambre qui manque au monde ou pas manqué au monde, c'est la chambre qui connaît s'il manque au monde ou pas manqué au monde. Monsieur le Président, dans un petit causement, Premier ministre a gagné avec une radio dans la capitale là. Les journalistes ont posé la question dans quel point lié avec les gens qui te permettent bateau qui en tient, te venu mettre fatra poisonné sur Absedren dans Gonaïve, il te dit. Lui-même, il n'est pas capable de rentrer dans un bagage, il collé. Parce que ce n'est pas sous lui-même, ce n'est pas sous le gouvernement par là, ça a été fait. Et dans la première conférence de presse où tu es la président, où tu dit que le gouvernement là héritier une série de dossiers où doit prendre à cœur, qui donc il y a la confusion totale capitale dans la tête du peuple haïtien. Pas de confusion, non. Au contraire, regardez, je dis, Algonaïve, non, c'est confusion. C'est pour préparer c'est nos dossiers, nous, je l'écouter. Écoutez, soyez sérieux. Pour dire nos dossiers, ça nous fait réclamer la résoudre, la résoudre le problème. C'est ça nous fait oui. Dans la confusion, non, il y a clarté. Un dossier qui est là, un problème, n'a résoudre le problème. Mais ça nous fait nous-mêmes. OK? Monsieur le Président, le 7 juin, dans une adresse, le 7 juin, dans une adresse à la presse, le chef du gouvernement, Maître Martial Célestin, a en quelque sorte salué le travail accompli par la presse. Quelques jours après, au Parlement, il a déclaré, il a carrément accusé la presse d'empêcher la mise en place, la bonne marche du programme ministériel. Voyez donc les textes. Voyez donc les textes. Respectez les textes. C'est tout ce que je peux vous dire. En ce qui me concerne, comme ce qui concerne le Premier ministre, dans toutes nos conversations, dans tous nos débats, nous reconnaissons le rôle important qui doit être celui de la presse dans une démocratie. Ça fait partie de notre conception même de la démocratie. Nous avons cette foi commune, c'est la raison pour laquelle l'attelage président de la République, Premier ministre, fonctionne à merveille. Je lui rends ici un public hommage. C'est un grand démocrate. Et en tant que grand démocrate, il sait l'importance de la presse et qu'est-ce que c'est que la liberté de la presse. Seulement, nous devons constater de notre pays qu'il y a encore des progrès à faire pour certains organes de presse, qu'ils doivent au fur et à mesure s'ajuster aux nouvelles réalités, les comprendre et devenir de plus en plus constructifs, puisque nous tous, comme je le disais tout à l'heure, devons construire. Mais vous ne pouvez pas me dire que le Premier ministre a rendu la presse responsable. Ce n'est pas exact. C'est pas vrai. Ce n'est pas notre façon de penser. Je le connais suffisamment, non seulement l'intimité de déclaration pour savoir que c'est pas ça la pensée ni du gouvernement ni du pouvoir exécutif. Maintenant, si vous voulez lui demander un éclaircissement, vous le lui demanderez quand vous vous adressez au président de la République. Le Premier ministre est vacciné, intelligent, travailleur, tout ce que vous voudrez. C'est un homme d'une rare qualité. C'est un bel échantillon d'Haïtien. Et ensuite, il
qu'il connaît la valeur du dialogue, posez-lui la question, il fera la mise au point pour vous si vous avez besoin de mise au point. C'est Pierre-Richard Nadi de Radio Port-au-Prince. Monsieur le Président, hier vous êtes intervenu personnellement pour corriger une violation de la Constitution. Pourquoi tel n'a pas été le cas pour d'autres cas de violation de la Constitution qui ont eu précédemment? Nous sommes, depuis notre élection et la prestation de serment, nous sommes sur une voie à laquelle j'aimerais que votre objectivité rende hommage. La voie du respect des normes constitutionnelles. C'est là la boussole politique du gouvernement. Vous n'avez jamais vu ce gouvernement avaliser une violation de la Constitution, jamais. Maintenant, vous devez comprendre quelque chose. Nous avons dans ce pays une double carence. La première, c'est que la Constitution existe, il faut souvent interpréter les constitutions. Parti avant d'arriver au pouvoir. Nous sommes favorables à la constitution d'une cour constitutionnelle, d'un conseil constitutionnel, pour dire l'interprétation correcte de la Constitution. Parce qu'il y a des moments où, dans n'importe quel pays du monde, dans toute bonne foi, il y a des interprétations divergentes de la Constitution. En France, il y a un organisme chargé de ça. Aux États-Unis, c'est la Cour suprême qui se... Mais comprenez bien le problème. Comprenez bien le problème. Vous pouvez voir une violation là où il n'y en a pas. Vous pouvez ne pas voir de violation là où il y en a. C'est la première réflexion que je ferai. La deuxième réflexion est la suivante. C'est la deuxième carence. Vous avez affaire à une constitution que nous appliquons loyalement. Loyalement. Mais cette constitution est d'application difficile. Je l'ai dit en ce qui concerne le premier anniversaire de la Constitution, on peut plus facilement se reconnaître dans l'esprit de la Constitution, qui est l'esprit démocratique, nationaliste, progressiste, coopératif, tout ce que la Constitution dit. L'esprit, oui, nous savons qu'il est l'esprit de la Constitution. Mais il y a dans la lettre de la Constitution des ambiguïtés, des omissions, des difficultés, pour ne dire que cela, qui posent donc des problèmes d'application. Il y a des problèmes d'application. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai jamais dit que l'esprit prévalait sur la lettre. Qui est-ce qui croit que l'estime Manika pourrait dire que les gens me fassent crédit, même ceux qui ont été à un certain moment dans l'émulation, je ne dis pas adversaire, dans l'émulation politique avec nous, qu'ils ne nous attribuent pas d'ignorer l'ABC de la science politique. Mais quand nous disons, nous, qu'il y a un problème, nous voulons dire que l'application de la lettre de la Constitution peut céder d'une peut céder d'une compréhension de l'esprit de la Constitution. Peut être illuminée par une compréhension de l'esprit de la Constitution pour son application. Maintenant, croyez-moi, nous sommes vigilants devant toute violation de la Constitution, pas seulement une violation A ou B ou C, devant toute violation. Et c'est là notre position, car nous sommes en train d'appliquer, encore une fois, loyalement, une constitution difficile. Mais nous sommes en train de l'appliquer loyalement. Loyalement appliquer une constitution difficile. Monsieur le chef d'État, justement. Donc, que vous dit l'article 32 de la Constitution qui veut que l'enseignement primaire soit libre à tous les degrés, sous peine de sanctions à déterminer par la loi, et qu'en particulier soit mis gratuitement par l'État à la disposition des élèves au niveau de l'enseignement primaire.
En un mot, Monsieur le Président, est-ce que vous avez déjà un programme de stabilisation économique qui puisse vous permettre de surmonter, à proprement parler, les tensions et les crises socio-économiques qui obscurcissent l'horizon national, plus particulièrement les étudiants haïtiens, justement, et qui vont à l'école, justement, au milieu des temps de souffrance, justement. Merci, merci, Monsieur le Président. Je vous remercie de votre question, mais vous savez, une fois de plus, permettez-moi de vous le dire, en ami, qu'il faudrait faire davantage attention à ce que nous disons au gouvernement. Il y a un texte auquel je vous renvoie. C'est le texte du premier anniversaire de la Constitution. Relisez-le. Vous avez la réponse de votre question. Nous disons, une Constitution, il faut bien le comprendre. Il y a des règles qui sont d'application immédiate. Immédiate. Il y a des règles qui sont d'application graduelle. Si on vous dit, je dois vous donner gratis telle chose, mais il faut que j'ai les moyens de vous le donner gratis. Si je n'ai pas les moyens de vous le donner gratis, je ne dois pas vous le donner gratis. Mon intention est de vous le donner. Mon objectif est de vous le donner. Je prépare les moyens pour vous le donner. Mais quand je n'ai pas les moyens, je ne peux pas encore vous le donner. C'est normal. La réponse est là, elle est simple, elle est crystal clear, comme disent les anglo-saxons. Chacun a droit à un logement. Magnifique, merveilleux. Merveilleux. Moi, je le veux mon peuple manger 2 fois chaque jour, aujourd'hui même. Se loger aujourd'hui même. Être traité à l'hôpital de serre aujourd'hui même quand il est malade. Je veux voir ce aujourd'hui même. C'est mon désir. Mais écoutez, si je le dis, vous direz que je ne suis pas sérieux. Parce que vous savez fort bien qu'il faut travailler à cela. Mais on ne peut pas le réaliser d'un seul coup. Donc la réponse est simple. L'objectif est fixé. Nous travaillons pour cet objectif. Nous ne pouvons pas encore avoir résolu ce problème. Il y a des textes de constitution qui sont d'application progressive. D'accord? Le président a dit ce matin pas mal de choses. Mais à ce qui paraît, il a oublié les Haïtiens dans les baptêmes dominicains. Il a oublié aussi que le problème de l'ordre d'Haïti pose pas mal de questions au peuple haïtien à partir de son approche et des démarches en cours. Mais pour nous, ce qui retient notre attention, c'est la dette externe d'Haïti. Sous le précédent gouvernement, nous n'avions jamais su comment était la chose vraiment. Alors, quelles sont les priorités du gouvernement dans ce sens-là, ou quelles sont les approches du gouvernement dans ce sens-là? Et une autre question. Est-ce qu'il existe entre Haïti et la République étoilée des États-Unis un accord ou un traité d'extradition? Bon, je réponds à une de vos questions que vous n'avez pas choisies. Vous avez droit à une question, je réponds à une question. Je prends celle des Brasseros, à moins que vous vouliez vous-même choisir. Sinon, je prends celle des Brasseros. Je ne comprends pas comment vous posez votre question. Voyez-vous, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je veux vous aider. Dites-moi quelle est la question des Brasseros. Je ne dis pas le président a parlé beaucoup de choses, mais il a oublié la question des Brasseros. Mais pourquoi? Voilà les choses inutiles qui expliquent que des fois vous avez la perception qu'on vous fait la leçon. Mais pas du tout. On aimerait que vous posiez les questions directement, objectivement. Quelle est la situation des Brasseros ou quelle est la position du gouvernement vis-à-vis de cela? Ne dis pas que vous n'avez pas du tout, il a oublié. J'ai oublié 1000 choses, mon ami, car il y a 5000 questions qu'il faut traiter pour Haïti. Donc, apprenez à poser les questions. Ceci dit, la question des Brasseros, nous en avons parlé déjà au moins une vingtaine de fois en public, avec des Haïtiens, pour des Haïtiens, des Dominicains, dans des interviews qui sont répercutées à travers le monde. Premièrement, nous sommes tous conscients qu'il y a un problème des conditions d'existence et de travail des Brasseros en République dominicaine. Et que ce problème, ce n'est pas nous seulement qui le posons, ce sont des Dominicains au niveau
des organisations religieuses, soit au niveau des organisations syndicales, soit au niveau des organisations politiques. Il y a même eu des rapports internationaux sur la question. C'est donc un problème objectif qui existe, que nous constatons, et c'est normal avec un gouvernement comme le nôtre. Là où il y a un problème, le gouvernement s'y intéresse pour trouver la solution adéquate. C'est normal. C'est pas pour rien que nous définissons un gouvernement nationaliste. Tout le monde le sait. C'est ce qui nous crée d'ailleurs certains problèmes. Parce qu'on aimerait mieux nous voir à genoux dans un fidèle suivisme vis-à-vis des dictates. Donc, nous nous préoccupons du problème légitimement car c'est un problème réel. Première question. Deuxième question, il y a eu une pratique qui a consisté à faire des contrats particuliers avec un organisme dominicain pour l'embauchage de nos braceros, de nos travailleurs migrants. Nous avons dit, nous avons répété, et même si la voix d'un parlementaire a affirmé le contraire parce qu'il était mal informé, tous nos textes sont là, tous nos textes, qui disent quelle est notre position. Nous sommes contre ce type de contrat. Dit noir sur blanc à plusieurs reprises et publié. Nous sommes en Haïti, mais dans la presse dominicaine. Nous sommes, nous, à la recherche de la manière qui donne les garanties pour nos travailleurs qui vont là-bas. Et c'est la raison pour laquelle nous avons préconisé une convention internationale, un traité international liant les deux pays, les deux gouvernements, les deux États, et que cette convention négociée s'inspire des conventions modèles qui existent, parce que nous ne sommes pas les seuls pays à connaître ce problème de travailleurs saisonniers. C'est un problème général. Il se trouve en Amérique, il se trouve sur le continent européen, il se trouve partout. Il y a donc une pratique, il y a des modèles, il y a des clauses. Il nous faut donc faire une étude comparative pour voir quelles sont les garanties que nous pouvons avoir, qu'est-ce que nous pouvons réclamer, etc. J'ai parlé d'inspection et de tout. Vous remarquez qu'en le disant, je ne fais que reprendre une vieille idée qui est mienne. Un diplomate ami m'a fait l'immense plaisir, il y a de ça quelques jours, de m'apporter un dossier qu'il avait recueilli lors de mon départ de la chancellerie. C'est le dossier dans lequel déjà à cette époque je préconisais cette solution même qu'en tant que chef d'État je voudrais voir se réaliser. S'inspirer des normes, des conventions internationales modèles. Je disais à l'époque, la convention de avoir le maximum de garanties pour nos hommes, la possibilité d'aller respecter, de faire respecter les clauses, et surtout que ces clauses, non seulement négociées, soient soumises au Parlement pour être ratifiées par le Parlement. Voilà quelle est notre position sur la question. Bon, il y a des gens qui croient que le fait que nos ouvriers aillent là-bas est une mauvaise chose en soi. Non, parce que si c'était une mauvaise chose en soi pour eux-mêmes, à la longue, ils n'iraient pas. Il y a simplement un drame haïtien, à savoir que quand ces gens restent en chômage chez nous, ils vont tenter une chance au dehors. Voilà le drame haïtien. Ils vont tenter une chance. Malheureusement, quand ils arrivent, alors là, voilà, ils sont discriminés, ils sont maltraités, etc. Le problème existe. Mais il faut voir d'abord que la racine du problème, j'ai toujours eu le courage de le dire. C'est pas maintenant que je manquerai de courage. Tout le monde sait que j'associe la politique au courage. J'ai toujours eu le courage de dire la vérité à mes compatriotes. Il faut d'abord mettre de l'ordre chez nous. Il faut que nous traitions les nôtres avec humanité, en frères, chez nous. Nous serons plus forts pour faire respecter les nôtres à l'extérieur. Quand c'est ça le drame c'est que les nôtres, même quand ils connaissent les mauvaises conditions, même que nous leur disons n'y allez pas, ils y vont clandestinement. Donc notre problème,
de toute façon que nous préparions les conditions qui puissent leur garantir le traitement humain auquel ils ont droit. Et c'est la raison pour laquelle nous préconisons un traité international. Car je l'ai souvent dit, quand nous disons ils ne doivent pas y aller parce qu'ils sont maltraités, c'est une bonne réaction, mais ils y vont quand même. Et à ce moment-là, nous ne savons pas qui y va, combien, où. Tandis que dans un embauchage qui serait une opération en vertu d'un traité international, organisation du recrutement, garantie dans le recrutement, organisation des services, garantie de la descente du transport, savoir où ils sont, inspection des conditions d'existence de travail, possibilité d'inspection pour voir si les choses sont garanties, possibilité de demander au gouvernement dominicain si c'est garanti, appliquer l'accord pacta sunt servanda, position de force sur le plan international. Très souvent, les gens parlent de choses qu'ils ne savent pas, mais ils en parlent avec autorité. Je connais ce problème des brasseros haïtiens depuis 1953. Car le hasard historique a voulu qu'à mon retour au pays, venant de faire des études de relations internationales, j'ai été nommé à la chancellerie administration politique, précisément à la section des affaires dominicaines. Je sais, parce que c'est vrai, que quand nous avons demandé à l'armée d'Haïti à l'époque de fermer la frontière pour que nos hommes n'aillent pas là-bas et que nous puissions négocier en position de force, l'armée a dû nous répondre, oui, nous pouvons fermer la frontière, mais ce ne sera pas efficace car ils passeront quand même. Les gens parlent de choses qu'ils ne savent pas, mais ils en parlent avec arrogance. Nous devons être humbles devant les réalités et chercher des solutions. Ce gouvernement, je vous le dis en vérité, vous ne le verrez jamais prendre une attitude arrogante. Parce que nous sommes humbles devant le service du peuple qui est à faire. Nous sommes humbles devant les moyens dont nous disposons à l'heure actuelle et qu'il nous faut accroître pour changer la vie des malheureux haïtiens, que ce soit ici en Haïti, que ce soit en République dominicaine ou ailleurs. Ceux qui sont suffisants sont ceux qui croient qu'ils ont des solutions dans leur poche qui n'ont qu'à sortir comme les magiciens sortent des pigeons de leur chapeau. Nous autres, nous savons que c'est par le travail constant. Nous savons que c'est par l'humilité dans la recherche des moyens. C'est dans la solidarité, dans l'effort collectif, dans la patience que nous travaillons vraiment pour ce peuple, que nous dévouons vraiment pour ce peuple, que nous faisons vraiment, a dit une fois, je cite en substance, il n'y a aucune humiliation, aucun sacrifice, aucun risque auquel je ne m'exposerai pas pour le bien de mon peuple. Je fais mien ce mot de Fouet-Boigny. Fleurimont W15 de Radio Mouvance Internationale de Paris. À vous entendre, M. le Président, on dirait que tout va à merveille dans ce pays. Dans Ticozé, en Balakaï, dans Bartonel, du mois dernier, vous aviez dit que vous avez déjà 6 invitations en poche de la part de vos amis de l'étranger. Alors là, je me suis demandé perplexe, pourquoi vous n'avez pas répondu encore à aucune de ces invitations? Et si nous pouvons savoir quels sont ces pays? Bien. Cher ami, je n'ai jamais dit que tout va à merveille de ce pays. Je viens devant vous de dire que si tout allait à merveille, je serais déjà au paradis. Tout ne va pas à merveille en Haïti, loin de là. Au contraire, dans toutes nos interventions, nous décrivons la gravité de la situation, le caractère critique de position des problèmes, la lourdeur accablante de l'héritage.
À cela s'ajoute la coupure de l'aide américaine qui était l'aide la plus importante que le pays recevait. Et tout cet héritage lourdement obéré s'aggrave encore. Je n'hésite pas à le dire, car encore une fois, j'ai le courage de la vérité à mon peuple, de délabrement, pas seulement des institutions, pas seulement des buildings, mais de l'homme haïtien. Je le disais à des amis il y a de cela quelques jours. Au niveau de la politique haïtienne, tout le monde se précipite sur un tel, l'église, etc., l'armée. Mais le plus grave problème de la politique haïtienne, c'est les ravages faits par la corruption. La corruption est le mal numéro 1 de la vie politique haïtienne. Cette corruption n'a pas seulement été l'effet du gouvernement de Jean-Claude, qui a emporté peut-être 800 millions, je ne sais pas, je ne me rappelle plus les chiffres exacts du pays. Alors avec 500 millions, mais donner à ce gouvernement 500 millions, le pays a changé en quelques mois. Vous voyez le drame de la corruption? L'argent du peuple, où est-ce qu'il est? Mais le drame de la corruption, ce n'est pas seulement au niveau du gouvernement de Jean-Claude, c'est au niveau de la mentalité collective. Si chacun peut faire un petit business au détriment de l'État, il le fait et il se considère comme intelligent. Et si on ne le fait pas, on vous regarde comme naïf. Il y a les valeurs mises pour que cette société puisse fonctionner. Il faut du courage pour s'attaquer à la corruption dans ce pays, à la contrebande dans ce pays et à tous les maux de nature morale qui affectent gravement la société haïtienne. Mais il nous faut restaurer les valeurs morales de ce pays. Non, tout ne va pas bien dans ce pays, mon ami. Je ne peux pas l'avoir dit. Et je ne le dirai pas, car je suis un homme de vérité. Mais nous pouvons dire que sachant que les choses vont mal, nous sommes là pour redresser, nous sommes là pour le changement, nous sommes là pour renverser la tendance, alors que nous plongions pour recommencer une ascension qui un jour nous mettra au niveau que nous désirons. Nous avons proposé l'échéance du bicentenaire de l'indépendance nationale. Donc il y a beaucoup à faire, tout est à faire dans tous les domaines, ou à refaire. Alors maintenant, nous avons des invitations à aller à l'extérieur. Mais nous serions bien aises de pouvoir y répondre. À la fin de ce mois, on m'attend comme invité spécial à un grand forum international où il y aura plus de 54 pays représentés, en plus d'amis et autres qui sont invités. Mais je n'ai pas encore dit non, mais je vais dire non. J'ai parlé de l'an 1 de la démocratie. Non pas pour nier ce qui a été fait avant, mais pour dire qu'à partir de maintenant, nous avons une politique systématique dans tous les domaines de démocratisation. Mais la tâche n'est pas facile. Comment voulez-vous renverser les tendances de 180 ans de tradition autoritaire avec quelques intermèdes ou quelques exceptions? La preuve, c'est que vous qui êtes là, certains d'entre vous n'y croient même pas. Alors nous y croyons, nous y travaillons. Donc c'est normal que nous ayons des obligations pressantes qui nous retiennent au pays. C'est normal. On n'a pas demandé à Bettencourt de commencer ses voyages internationaux dans les 6 premiers mois ou les 9 premiers mois de son gouvernement. C'est pas possible. Nous sommes au début d'une ère nouvelle. Ce sont les commencements qui sont difficiles. Nous avons la part ingrate de l'histoire de la démocratisation haïtienne, le début. Car les autres qui viendront après nous, nous aurons déjà travaillé les fondations. Nous aurons déjà mis le pays sur rail. C'est nous qui avons la tâche ingrate de commencer. C'est nous qui sommes exposés à la résistance au changement. Car après nous, le rythme du changement s'accélérera. Mais nous commençons. La résistance est là. Résistance des institutions, résistance des intérêts, résistance des individus, résistance des pratiques. C'est nous qui faisons face à cela. C'est une tâche absorbante. Nous répondons aux invitations
quand le moment viendra. Pour l'instant, car les dangers sont toujours là. Merci.